Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Je sais que parmi toutes mes auditrices, il y en a certaines qui rêvent d'écrire un livre. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous en avez assez, que ce projet reste un doux rêve et vous vous sentez enfin prête à le concrétiser. Si vous aimeriez recevoir des conseils pratiques de la part de quelqu'un comme moi qui a écrit plusieurs best-sellers et qui comprend bien quels sont les défis à surmonter, comme oser croire en soi, comment rester discipliné, comment dépasser le fameux syndrome de l'imposteur, comment organiser ses idées, trouver un éditeur et surtout comment ne pas abandonner. Alors mon séminaire « Comment écrire un best-seller » est exactement ce qu'il vous faut pour se lancer. Je vous invite à me retrouver à Paris le mercredi 16 octobre de 10h30 à 17h dans les locaux de mon éditeur aux éditions Erol sur le boulevard Saint-Germain. Pour en savoir plus, allez sur mon compte Instagram Christine Levicki et vous trouverez le lien avec toutes les informations dans la bio. Vous pouvez aussi visiter mon site internet christinelevicki.com. À très bientôt. Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Des questions, des envies, des recommandations, rejoignez-moi sur mon compte Instagram @ChristineLevicki pour échanger. Et pour conclure cette intro en beauté, je voudrais vous annoncer que les inscriptions pour mon fameux séminaire Wake Up sont ouvertes. Il aura lieu du 21 au 23 juin 2024 à Nantes. Wake Up, c'est le séminaire pour les femmes qui veulent réveiller leur vie et briller. Pour en savoir plus, il vous suffit de visiter mon site christinelevicki.com/wake-up. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Et oui, aujourd'hui, ce n'est pas la voix de Christine Levicki que vous entendez, mais la mienne. Car pour ce 100e épisode, Christine a eu envie d'inverser les rôles et d'être, cette fois-ci, derrière le micro. Je suis Alexandra Huguetto, je suis business coach, autrice et podcasteuse. Christine me fait cette grande joie de me confier le micro aujourd'hui, car je la connais depuis longtemps et j'ai eu la chance de participer à plusieurs de ses programmes. En 2014, j'ai même participé à son tout premier atelier « J'arrête de râler » sur mes enfants et sur mon conjoint. Depuis, je continue à la suivre car elle m'inspire encore et toujours, notamment par sa capacité à s'autoriser à évoluer, à voir grand, à voir différemment et à créer une voie pour d'autres femmes. Elle sait dépasser ses limites, s'affranchir de son éducation, du regard des autres, des attentes de la société comme de la famille. Alors c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que je prends le micro pour venir la questionner sur cette capacité qu'elle a de toujours se renouveler et ce, dans tous les domaines de sa vie. L'émancipation sera au cœur de cet épisode. Bonjour Christine Levicki, c'est toi qui es dans la lumière aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandra d'avoir accepté mon invitation. En effet, on se connaît depuis longtemps et parmi toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, tu fais partie de celles qui ont pu voir mon évolution et qui ont pu être témoins de beaucoup de moments clés de ma vie. Donc, j'ai pensé à toi pour cet épisode. Et puis aussi, il faut savoir que je t'ai déjà, moi, reçu 2 fois au micro du podcast Shine. On a fait l'épisode 59 intitulé « Donner des ailes à nos adolescentes » et l'épisode plus récemment 96 intitulé « Le matrimoine ou le pouvoir de la représentation ». Et j'aime beaucoup ta voix, j'aime beaucoup ta pertinence, j'aime beaucoup tes questions et ton approche. Et donc voilà, j'ai pensé à toi pour ce 100e épisode. Déjà, je voudrais commencer par célébrer
100 épisodes du podcast Shine. J'aurais jamais pensé quand j'ai commencé en plein dans la pandémie que ça irait jusque-là. Au début, je m'étais juste engagée à faire des épisodes pendant le confinement, pendant le premier confinement. Et donc voilà, je m'étais dit, je vais faire quelques épisodes pendant quelques semaines. Et puis voilà, ça fait maintenant plus de 3 ans, 100 épisodes, une aventure formidable, des belles rencontres. Donc voilà, je suis très, très, très heureuse de cette aventure, de ce podcast. Et aujourd'hui, on fête le 100e épisode. Célébration, célébration, célébration. Ah oui, célébration. Il y a tant d'épisodes qui ont été hyper inspirants. Vraiment, célébration. Bravo, Christine. Alors, dis-moi, ton aventure a commencé avec J'arrête de râler. Est-ce que tu peux nous redire en quelques mots ce que J'arrête de râler t'a permis de créer comme changement dans ta propre vie? Alors déjà, j'ai décidé d'arrêter de râler à un moment donné de ma vie où j'avais des enfants en bas âge à la maison et je gérais, comme beaucoup de femmes, hein, plusieurs casquettes, le boulot, la maison, les enfants et tout ça. Je vivais aussi à 10 000 kilomètres de tout soutien familial parce que je vis en Californie. Mais donc voilà, j'étais un peu cette femme battante, cette Wonder Woman qui essayait d'assurer sous tous les fronts. Et résultat, très régulièrement, je me couchais le soir épuisée, éreintée. Et donc, un fameux soir, après avoir couché mes enfants, après la Java du soir et tout le charivari qui va avec, que tout le monde connaît, je me suis écroulée sur mon lit et j'ai vraiment eu ce sentiment en m'écroulant sur mon lit que c'était ah, enfin! Il y avait ce côté ah, enfin! Et je me disais, ah oui, mais Christine, tu as un problème parce que tu es soulagée de la journée, mais il est 21h30 passé quand même. Donc ça veut dire que toute la journée, tu as subi, tu as résisté ta vie, et il n'y a que maintenant que tu es bien. Et là, je me suis dit, ah non, mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Et je me suis dit, bah oui, il y a des choses, j'appelle ça ma vie ordinaire et pas toujours sexy, hein. Ma vie, bah, il y a des lave-vaisselle à vider, il y a du bazar, il y a des frigos vides, il y a les enfants qui ont transformé la salle de bain en piscine. Bon, il y a toutes ces choses-là, il y a les factures à payer. Ma vie, elle est faite de beaucoup d'irritants et en même temps, j'ai envie d'en profiter de cette vie. J'ai pas envie de la résister, j'ai envie d'en profiter. Et donc, ce fameux soir, je me suis dit, il faut que quelque chose change. Et j'ai senti que ce quelque chose qui devait changer, il était profond à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai identifié qu'en fait, j'avais cette habitude de râler. Et je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer dans un challenge pour arrêter de râler, pour me sevrer de l'habitude de râler. Et je me suis dit, si j'arrive à vivre une vie sans râler, ça veut dire que j'arrive à vivre une vie où je ne suis plus en train de résister. Hein, littéralement, je me suis dit, Christine, un jour, tu vas mourir, tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Et donc, je me suis lancée dans ce fameux challenge d'arrêter de râler. Je ne vais pas tout raconter en détail. Il y a plusieurs épisodes dans ce podcast, d'ailleurs, où j'en parle à plusieurs reprises. Mais rapidement, j'ai mis un bracelet à mon poignet. À chaque fois que je râlais, je changeais le bracelet de côté et de poignet. Et l'objectif était de faire 21 jours consécutifs avec le bracelet du même côté. Donc, à chaque fois que je changeais le bracelet de côté, je remettais les compteurs à zéro. Donc, évidemment, je n'ai pas réussi à arrêter de râler du jour au lendemain parce que j'étais une grande râleuse. Et donc, j'ai mis plus de 4 mois à arrêter de râler. Mais surtout, ce qui s'est passé, ce que j'ai découvert et la grande leçon en fait de cet apprentissage, c'est que j'ai repris ma vie en main. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je râlais, je pointais du doigt les coupables, que ce soit mes enfants, que ce soit mon conjoint, que ce soit le banquier, que ce soit le client, que ce soit qui que ce soit le chauffard sur la route, mais que quelque part, à partir du moment où je pointais du doigt le coupable, en fait, je lui remettais ma vie entre les mains, en fait. Et quelque part, je disais, tu dois changer pour que ma vie aille mieux. Tu dois arrêter de faire ci ou tu dois commencer à faire ça pour que enfin je puisse être bien dans ma vie. Et donc là, j'ai arrêté ce mécanisme de jouer au jeu du qui a tort, qui a raison et de pointer du doigt les coupables. Et j'ai repris ma vie en main et j'ai commencé à me dire, OK, bah, si râler ne fait plus partie de mes options, du coup, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie pour que ma vie ne me fasse plus râler? Parce que l'idée, c'est pas de mettre des lunettes roses et de prétendre que tout va bien quand tout va mal. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie pour que ma vie ne me fasse plus râler? Et ça a été un tournant important. On m'entend souvent dans ce podcast parler de cette idée que les femmes ont l'habitude de se sacrifier, que les femmes se sacrifient trop. Et moi, c'est ça que j'ai fait avec J'arrête de râler. J'ai arrêté de me sacrifier. Et je me suis dit,
Voilà. Qu'est-ce qui doit changer? Alors déjà, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je peux faire pour améliorer ma vie? C'était une des premières phases. Qu'est-ce que moi, il y a des choses, c'est facile de pointer du doigt les coupables, mais il y a aussi des choses que moi, je ne fais pas, hein. Si je me couche tard parce que j'ai regardé la télé jusqu'à 1 heure du matin, bah, évidemment, le lendemain matin, je suis crevée, je vais râler sur tout, par exemple. Si j'ai… Donc voilà, ça, c'était un des premiers éléments. Il y avait aussi, est-ce que je peux mieux m'organiser sur certaines choses? Est-ce que je peux apprendre à dire non à certaines choses pour ne pas me retrouver dans des situations où j'ai dit oui à tout le monde et du coup, il n'y a plus de temps pour moi? J'ai aussi appris à faire des choses pour moi. Ça aussi, ça a été une grande leçon de ce challenge, c'est de me dire, bah, c'est très compliqué d'arrêter de râler quand je passe ma vie à me sacrifier et à passer ma journée à m'occuper des besoins des autres et qu'en fait, il serait peut-être temps que moi, je m'occupe de moi parce que si je ne le fais pas, personne ne va le faire à ma place. Donc ça a été un super cadeau du challenge Arrête de râler. Et puis après, il y a eu aussi le cadeau d'apprendre à parler, apprendre à communiquer, apprendre à déléguer, apprendre à ne pas tout porter, que tout ne repose pas sur mes épaules, mais que je puisse me faire aider par les membres de ma famille, par les personnes qui sont autour de moi. Donc, ça a été vraiment, je crois que la plus grande leçon de ce challenge J'arrête de râler, ça a été d'arrêter de me sacrifier et de me dire, plutôt que de pointer du doigt les coupables, je vais prendre ma vie en main et je vais me créer une vie qui ne me fait plus râler. Alors ça a été hyper inspirant. Alors moi, pour la petite histoire, je n'ai jamais réussi le challenge, je l'avoue, mais ça a quand même tout changé parce que le fait d'essayer de le faire et de le faire, ça a vraiment beaucoup changé de choses. Et dis-nous, comment est-ce que tu as réussi à poser tes propres limites dans ta vie de famille comme dans ton travail? Parce que ça, c'est un sujet pour beaucoup de femmes, poser les limites. Voilà, donc il y a vraiment cette idée clé d'arrêter de se sacrifier. Et donc, pour arrêter de se sacrifier, c'est bien gentil, mais il y a quand même des choses qui doivent être faites. Et il y a souvent cette idée, quand je parle d'arrêter de râler, les gens me disent, bah oui, mais moi, si je râle plus, il y a tout qui va partir de travers, en fait. Tout va partir en vrille parce qu'on utilise la râlerie comme un moyen un peu de maintenir les choses en place et que les choses tournent, en fait, et que les choses avancent. Et on essaye donc de râler en se disant peut-être que les autres vont changer, hein, et peut-être que les autres vont venir nous aider, ou peut-être que les autres vont contribuer à ce que les choses aillent mieux. Et en fait, donc moi, la première chose dont je me suis rendu compte, je me souviens très très bien quand j'ai arrêté de râler, quand j'ai dit à mes enfants que j'allais arrêter de râler, mes filles m'ont dit « Ah, mais super, donc on va pouvoir faire tout ce qu'on veut maintenant. Maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut, maman ne râle plus, donc c'est un peu carte blanche, on peut faire ce qu'on veut. » Parce qu'encore une fois, on râle souvent pour essayer de maintenir le fort, quoi, pour essayer de maintenir l'ordre. Et donc, pour elle, arrêter de râler voulait dire, maintenant, ça peut être le désordre, maman est OK avec le désordre. Et moi, j'ai dit, ah, non, 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 non. En fait, c'est l'opposé. On va prendre les choses en main. Maman va arrêter de râler. Ça va être génial. Mais par contre, pour y arriver, que maman arrête de râler, on va vraiment se poser la question de comment réorganiser nos modes de fonctionnement pour que ce soit mieux et que ce soit plus paisible et qu'il y ait moins ces temps de tension, d'agacement, de frustration. Et donc, une des premières choses donc il y a des choses que j'ai fait moi, j'ai mieux organisé ma vie, j'ai mieux dormi, j'ai géré mes affaires mieux déjà, je me suis occupée de ma zone d'influence et j'ai mieux géré mes affaires. Mais après, il y a aussi tous les domaines qui n'impliquent pas que moi. D'accord. Donc, par exemple, si on parle de la maison, hein, les domaines les espaces communs, les repas, les lessives, toutes ces choses qui concernent tout le monde. Et là, je suis vraiment allée vers ma famille et j'ai arrêté d'essayer de les contrôler, de leur dire maintenant on va faire des tours de la vaisselle, maintenant je vais imposer que tu fais ci ou que tu fais ça. Je vais essayer d'arrêter de les contrôler et d'imposer le fait qu'ils m'aident. Mais au contraire, je suis allée vers eux en leur parlant avec le fond de mon cœur et en leur disant mais moi je comprends pas en fait pourquoi c'est comme ça en fait. Je comprends pas. Est-ce que je me suis après bien leur dire à un moment donné, est-ce que vous pouvez me donner une raison valable? Vraiment, je suis intéressée. Est-ce qu'il y a une raison valable qui explique que c'est moi qui fais tout? On est 5 sous ce toit. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on pense que c'est maman qui doit faire les lessives, ou on pense que c'est maman qui doit faire les repas, ou on pense que c'est maman qui doit faire les courses, ou on pense que c'est maman… Comment ça se fait en fait? Comment on en est arrivé là? Et est-ce qu'il y aurait quelque chose qui justifierait ça vraiment? Surtout maintenant que vous êtes assez grand pour faire des choses. Et même à mon mari, je lui ai dit ça aussi. Je dis,
Qu'est-ce qui justifierait? Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des héritages. C'est des héritages d'anciens modèles de vie de famille C'est où ça. les femmes ne travaillaient pas, et même si les femmes qui nous écoutent aujourd'hui ne travaillent pas, c'est pas parce que vous ne travaillez pas que c'est vous qui devez tout faire. En fait, qu'est-ce qui fait que vous lavez le linge de vos enfants et de votre mari? Mm. Moi, je trouve ça intéressant de se poser cette question-là. Comment ça se fait que nos enfants et notre mari ne peut pas laver son linge? Donc moi, c'est une des premières choses qu'on a fait dans ma famille, c'est que en fait, ça a été d'ailleurs l'idée de mes enfants, parce que mes enfants étaient rigolos, ils m'ont dit, moi, je veux bien t'aider, maman, mais j'ai pas envie de t'obéir. Et j'ai trouvé ça excellent. J'ai Ah. trouvé ça excellent, cette prise de conscience de dire, en fait, oui, personne n'a envie d'obéir. Moi, si mon mari me dit, eh ben maintenant, ma chérie, tu vas sortir les poubelles maintenant, je vais lui dire, je vais l'envoyer bouler. Je vais lui dire, mais non, j'ai pas envie d'obéir à mon mari. On est bien d'accord. Eh ben, mon mari, il n'a pas envie de m'obéir. Et moi, j'ai pas envie mes enfants n'ont pas envie de m'obéir. Et en fait, ça, c'est normal. C'est un instinct naturel. On est des êtres libres. Et donc là, mes enfants me disaient, OK, ils comprenaient l'idée qu'il fallait contribuer, mais ils voulaient le faire à leur propre rythme. Alors, moi, il y a une part de moi qui dit, c'est bien gentil ton histoire, mais à ton propre rythme, ça risque de n'arriver jamais. Donc, on est allé un peu, on a fait des allers-retours vraiment. Vous voyez, là, je parle vraiment à partir du cœur, à partir des tripes. Je ne suis pas dans l'accusation, je ne suis pas dans le contrôle. Je suis vraiment dans l'échange il faut qu'on trouve quelque chose qui soit plus juste. Quelque chose qui soit plus juste parce que c'est plus juste que tout le monde contribue dans une maison. Parce qu'il n'y a pas, à moins qu'on me donne une raison valable qui explique pourquoi c'est pas normal, mais moi, ça me semble normal. Et donc là, voilà, on a eu cette première chose. Et donc, mes enfants ne voulaient pas obéir. Donc, l'idée de vider de la vaisselle au moment où il fallait vider de la vaisselle parce qu'après, il allait falloir le remplir, ça les gênait. Et donc, on est convenu qu'ils pouvaient laver leur propre linge parce que ça, c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire quand ils le voulaient. Et s'ils ne le faisaient pas, c'est eux qui en payaient les conséquences. D'accord? Donc ça a été la première chose qu'on a mis en place. Mais bien évidemment, mes enfants aujourd'hui, ma famille fait bien plus que juste le linge. Mais ça a été une première démarche et un premier échange. Et donc, la clé pour moi, pour réussir à poser mes limites, que ce soit dans ma vie de famille ou que ce soit au boulot, c'est de ne pas accuser, d'accord? Et de se dire vraiment, un coupable n'a jamais envie de coopérer et personne n'a envie de nous obéir. Quel que soit le ton vinaigré qu'on utilise, quelle que soit la pression qu'on leur montre en leur prouvant que c'est de leur faute, que tout de même ils exagèrent, enfin, quel que soit, et même si quelque part on a raison, entre guillemets, même si quelque part c'est un fait réel, que nos preuves, soi-disant, sont justifiées, d'accord? Même si on a tout ça, quelque chose de très important, c'est de se dire un coupable n'a jamais envie de coopérer. Et donc, si je ne peux pas accuser l'autre, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux essayer de le toucher. Je peux essayer de le toucher et je peux essayer de le toucher en lui parlant de mes ressentis, en lui parlant de mes besoins et en lui parlant de mes envies. Et il y a vraiment cette confiance dans l'humain de se dire, mon enfant a envie que je sois heureuse. Mon conjoint a envie que je sois heureuse. Mes collaborateurs avec qui je travaille, ils ont envie que je sois heureuse. Ils n'ont pas envie que je sois aigrie, que je sois énervée, que je sois agacée. La nature humaine, on a envie que les gens autour de nous soient heureux. Par contre, on n'a pas envie d'obéir, on n'a pas envie d'être contrôlé, on n'a pas envie d'être agressé. Mais par contre, quand l'autre vient vers nous et nous parle de ses ressentis, nous parle de ses besoins, nous parle de ses envies, notre nature humaine va vouloir aider, va vouloir Oui. contribuer. Alors après, dans le respect on a aussi nos contraintes, on a aussi nos envies, on a aussi nos ressentis, on a aussi nos besoins. Donc, on va trouver un terrain d'entente. On va dire, hier, j'ai une cliente qui m'a demandé, qui m'a expliqué avec ses ressentis, son besoin. Elle avait besoin de reculer le rendez-vous. Elle me dit, est-ce qu'on peut le reculer de 2 heures ou 3 heures? Je dis, ben, je peux le reculer de 2 heures, mais pas de 3. Parce que moi, j'avais aussi mes besoins, mes ressentis, mon besoin. Elle aurait préféré 3 heures. On a trouvé un compromis, on a reculé le rendez-vous de 2 heures. D'accord? Donc voilà, juste pour donner cette clé, en fait, de ne pas accuser et de se dire, plutôt que de chercher à contrôler, je vais chercher à toucher. Je vais Et chercher oui, à... Je et t'écoute. le contrôle provoque la confrontation, alors que parler, toucher l'autre, exprimer ses besoins, ça génère la coopération et c'est toute la différence. Mais du coup, me vient là une idée. Comment tu fais dans ton couple? Parce qu'on a quand même des modèles de couple, nous ici en Occident, enfin pas que, hein, mais enfin on va au moins parler de ce qu'on connaît. Des modèles de couple où c'est pas si facile en fait que chacun soit émancipé et libre au sein d'une union. Comment vous faites, toi et ton chéri, pour ça?
Alors, merci de me poser cette question sur mon couple. Mon couple est très, très important à mes yeux. Je suis en couple avec mon mari depuis presque 30 ans et j'ai l'immense joie et l'immense bonheur, la satisfaction et la fierté aussi, je pense, parce qu'on a beaucoup travaillé pour ça, donc on peut en être fier, ça ne nous a pas été donné, d'avoir aujourd'hui une relation de couple qui est encore très vivante, qui est encore très active. Mais on est vraiment, notre amour est encore très vivant et très actif. Et je trouve ça formidable. Je trouve ça vraiment formidable. Alors, quand j'essaie de réfléchir à ce qui a contribué à ça, déjà une chose, c'est que je n'ai pas remis entre les mains de mon mari la responsabilité de me rendre heureuse. Et lui n'a pas remis entre mes mains la responsabilité de le rendre heureux. On a vite compris assez tôt dans notre relation que mon job, c'est de me rendre heureuse et de faire des choses qui me rendent heureuse. Et le job de mon mari, c'est de me soutenir. C'est de m'encourager, c'est de m'aider, enfin, c'est de m'écouter, c'est de me dire vas-y, c'est de réfléchir avec moi, et vice-versa. Et donc ça, déjà, ça a été extrêmement libérateur. Je crois que souvent, dans les histoires d'amour un peu romancées et passionnées, qui sont d'ailleurs les débuts de la relation, c'est vrai qu'au tout début, dans la passion, eh ben, l'autre me rend heureuse parce que juste sa présence voilà, génère des choses, du bonheur, de la joie, du plaisir en moi. Et donc, ça, c'est la passion. Mais après, dans le fait, avec le temps, chacun retourne à sa vie, on a nos responsabilités, on a nos obligations, et puis on est des êtres indépendants, on pense beaucoup à nous, et voilà, prendre la responsabilité de se dire je dois rendre l'autre heureux, c'est peut-être too much. Donc ça, je trouvais ça une chose déjà importante, c'est se dire mon job, il est de me rendre heureuse et d'oser dire à mon mari, tu sais, moi j'ai envie de faire ça. J'ai envie de changer de boulot, j'ai envie d'avoir un enfant, ou j'ai envie qu'on déménage, ou j'ai envie de faire une formation, j'ai envie de développer mes amitiés, mais de parler de mes envies, de connecter avec mes envies, d'en parler avec mon mari, et puis lui m'aide, me soutient, et on avance, en fait, avec à chacun en essayant d'avancer sur nos désirs et nos envies. Alors, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, alors ça, c'était extraordinaire. Je crois que ça devait être, on devait être peut-être mariés depuis 6 ou 7 ans, peut-être un petit peu plus, et on a commencé à avoir des amis qui divorçaient. Vous avez cette phase où on commence à avoir donc des amis qui se sont mariés, qui ont eu quelques enfants, et puis en fait, la parentalité a chamboulé un peu les choses, a créé de la tension, ils sont sortis de la passion à la réalité. Et puis voilà, bon, je connais pas l'histoire des détails. Voilà, on a beaucoup de personnes, c'est souvent, hein, il y a plus de divorces que de mariages qui durent. Donc, une amie divorce et elle vient dîner chez nous. Et le divorce était fini, toute la tempête était terminée, les choses étaient posées, voilà. Et elle nous raconte qu'en fait, il y a quelque chose d'agréable dans le fait d'être divorcée, c'est que tous les 15 jours, elle a un week-end pour elle. Et que du coup, elle a du temps pour aller au yoga, pour aller manger avec ses copines, pour faire un cours d'art, pour faire des choses qui la rendent heureuse. Et voilà, elle a du temps un week-end sur 2 pour faire ça parce que c'est son mari qui a les enfants. Donc ça, je trouvais ça intéressant qu'elle nous dise ça. Et puis après, elle dit un truc très intéressant. Elle dit, en fait, si on s'était autant battu pour avoir les enfants quand on était mariés, on n'aurait probablement jamais divorcé. Et donc, ce qu'elle veut dire, c'est que quand les enfants étaient mariés, c'était un peu la bataille de qui se retrouve avec les enfants. Et du coup, on était victime, quelque part, de la parentalité. Et puis, on comptait un peu les points. Et puis, tout le monde cherchait un peu à fuir, en fait. Et elle dit, à partir du moment où on s'est divorcé, on s'est battu pour avoir la garde partagée. On s'est battu à coups d'avocat pour avoir la garde partagée. On a obtenu la garde partagée, mais du coup, ça change beaucoup. Du coup, chacun prend la responsabilité dans le temps qui lui est imparti de s'occuper des enfants et c'est posé, et c'est ce qu'il a voulu, et c'est choisi. Il n'y a plus de conflit, en fait, dans le couple par rapport à ça. Et ça permet à chacun d'avoir aussi du temps pour soi. Et du coup, nous, on s'est dit, et si on faisait semblant d'être divorcés? Alors, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps. Et si une fois par mois, on faisait semblant d'être divorcés et une fois par mois, on s'accordait à chacun, donc à l'époque, quand les enfants étaient très petits, c'était un peu dur, on s'accordait une journée. Donc, par exemple, c'était voilà, un samedi dans le mois, c'est mon samedi. Et je partais avant le réveil des enfants et je rentrais
après le coucher des enfants. C'était vraiment, je pars, je vais marcher à la plage, je vais prendre un petit déj avec une copine. Je gère rien de la logistique familiale. Je suis divorcée aujourd'hui. Je n'ai pas d'enfant. D'accord? Donc, je me lève et voilà. Et après, le samedi d'après, c'était le tour de mon mari d'avoir sa journée pour lui. Et ça nous a énormément aidé et ça a permis de faire de la place à la femme, de faire de la place à l'homme. Parce que souvent, ce qui se passe quand on est en couple, c'est qu'on a notre rôle de conjoint, on a notre rôle de parent et on a notre rôle professionnel. Donc, on est au boulot et quand on rentre du boulot, on est le parent ou on est le conjoint. Mais il n'y a plus de place pour l'homme ou pour la femme pour développer ses loisirs, ses centres d'intérêt et apprendre des choses, faire des rencontres. Et ça, c'est hyper important pour rester amoureux de l'autre. Quand l'autre, il renouvelle ses intérêts, il renouvelle ses rencontres, il renouvelle ses activités, ben déjà, sa vitalité, il est vivant. Et puis, il a des trucs à raconter. Et donc, quand on est dans le couple et qu'on fait toujours tout ensemble, ben à la fin, on n'a plus rien à se dire et il n'y a rien de nouveau. Donc voilà, ça, c'était quelque chose qui nous a énormément aidés. Et aussi le fait de ne jamais prendre mon couple pour acquis. Et ça, c'est vrai parce que j'ai eu des couples Tellement qui se, important. voilà, j'ai des couples qui ont divorcé au bout de 5-7 ans, ils ont, voilà, après leur mariage. Mais après, j'ai aussi vu beaucoup de couples qui divorcent dès que les enfants sortent de l'école, justement, là, au bout de 25, dès que les enfants sortent du nid. Au bout de 20 ans de mariage, ben, il y a aussi beaucoup de couples qui se séparent. Et donc là, moi, je me suis dit, OK, donc c'est pas parce qu'on a passé le cap des 7 ans, là, la zone dangereuse des 7 ans de mariage, que maintenant, on est tranquille, on est bien campé, on va jamais divorcer. Et je me suis dit, non, en fait, le mariage, c'est vraiment, le mariage, il doit être vivant. Le mariage doit être vivant. Si le mariage, si l'union n'est pas vivant, eh bien, à un moment donné, il y a de fortes chances que l'union se sépare. Et donc, comment entretenir ce lien? Comment entretenir cette union et comment donner vie à cette union? Donc, nous, par exemple, on a tous les mercredis, on a date night, rendez-vous amoureux tous les mercredis. Et après, on sort le week-end, on va dîner chez des copains, on va à des soirées, donc on est aussi tous les deux. Mais ça, c'est pas notre date night, c'est notre soirée avec nos copains. C'est aussi sympa, c'est aussi un moyen d'être en lien entre nous. Mais tous les mercredis, on a un rendez-vous amoureux. Et on a aussi fait une grande place à notre sexualité. On s'est rendu compte que c'était important pour nous de garder ce lien intime et ce lien du corps. Et que ce lien du corps et ce cadeau du plaisir qu'on se donne l'un à l'autre est en fait un pilier important de notre lien, en fait. On a un lien émotionnel, on a un lien intellectuel, mais on a aussi un lien corporel. Et on s'est rendu compte que ce lien corporel, pour nous, c'est peut-être pas le choix pour tous les couples, mais pour nous, dans notre couple, on a fait ce choix de se dire, on va vraiment faire ce qu'on peut pour préserver ce lien et pour le nourrir et pour l'entretenir. Alors, c'est pas un hasard que, entre-temps, je me suis formée et je suis devenue coach en sexologie somatique et parce que je me suis vraiment intéressée à la sexualité. Et puis, je me suis dit, comment est-ce qu'on renouvelle la sexualité? Comment est-ce qu'on élargit le champ de la sexualité? Très souvent, les gens ont une sexualité qui est très enfermée dans un sillon. On fait toujours la même chose. Je sais comment donner du plaisir à mon conjoint, donc je vais toujours faire la même chose. Je sais comment faire plaisir à ma femme, je vais toujours faire la même chose. Et du coup, au final, on s'ennuie. Et en plus, souvent, cette même chose qu'on fait a souvent été profondément influencée par la pornographie. Et donc, on peut avoir cette idée d'en fait avoir une sexualité limitée. Une sexualité qui reproduit des schémas, qui reproduit des dynamismes, où en fait, on s'ennuie. On a peut-être un orgasme. On a peut-être un orgasme, mais en fait, on a atteint le Graal, cet objectif, mais en fait, on s'est pas vraiment amusé. Et donc voilà, je me suis moi beaucoup posé de questions et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai développé plein de choses qu'on a tout pratiqué dans mon couple pour garder la flamme allumée, pour faire des choses nouvelles, pour garder ce lien, garder ce lien. Et la dernière chose que je voulais dire, enfin, il y a plein de choses que je pourrais dire sur le couple, mais la communication. Communication, communication, communication et oser dire à l'autre ce qu'on croit qu'il n'est pas possible de dire. Vraiment, oser dire ce qui nous fait mal, dire ce qui nous inquiète, dire ce qu'on pense, dire en ce moment, je sens que je me détache de toi, dire en ce moment, j'ai parfois des envies de te quitter, oser dire ça. Et pour pouvoir en parler en vérité et se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'en ce moment, c'est chaud. C'est vrai qu'en ce moment, et faire confiance à l'autre, en fait. Faire confiance, ça, c'est très important de faire confiance à l'autre. Et du coup, de pouvoir lui parler en vérité en disant, j'ai confiance que ce que je vais te dire, tu vas pouvoir le recevoir dans la bienveillance de notre couple. Et non pas, tu vas le recevoir et tu vas t'en servir contre moi, ou tu vas fuir, ou tu vas te défendre, ou tu vas attaquer, mais tu vas faire confiance. Voilà. Et donc ça, nous, ça nous a beaucoup aidé de faire des stages de communication qui ont été fondateurs pour nous. Là, on n'en a pas fait depuis quelques temps, mais on en a fait au début de notre relation, qui ont vraiment été fondateurs pour nous. J'ai enregistré un podcast sur la méthode Imago, que j'encourage beaucoup les personnes à découvrir aussi. Il y a plusieurs méthodes de communication, mais de savoir qu'on peut parler à son conjoint et qu'on peut tout lui dire, c'est quand même hyper précieux, notamment pour parler des choses difficiles. C'est sûr. Et je me disais, tu disais au début de l'épisode que tu n'habites pas en France, tu habites en Californie. Est-ce que tu penses que l'éloignement d'un modèle de couple un peu standard français t'a aidé, enfin vous a aidé tous les deux à construire un couple plus émancipé et à avoir des bases différentes? Alors, je pense que là où l'expatriation nous a beaucoup aidés, c'est qu'elle nous a unis dans le sens où on était tous les deux unis par un projet. Déjà, je pense qu'on parle souvent que ce qui aide beaucoup le couple, c'est d'avoir des projets communs. Donc, il y a le projet souvent de la famille. On va avoir des enfants qui souvent lient beaucoup le couple. Ou au début, c'est on va acheter une maison, on va aménager ensemble. Ça, c'est le premier projet. Après, c'est on va avoir un enfant, puis peut-être un deuxième. Donc, ça, c'est un autre projet. Et puis après ça, souvent, il n'y a plus de projet de couple. Après ça, on part sur nos projets professionnels. Et il n'y a pas de nouveauté, de renouvellement dans le projet. Donc, nous, c'est vrai que l'expatriation a été un vrai projet et puis nous a amené à être unis à plein de moments, unis dans découvrir la langue, unis dans naviguer l'immigration, unis dans se faire des nouveaux amis. Donc, il y a eu beaucoup d'opportunités pour nous d'être ensemble autour de quelque chose qu'on vivait tous les deux. Qui était cette expatriation. Il y a eu aussi cette audace qui pour nous a été fondatrice de tout quitter. Moi, j'ai quitté un CDI dans un grand groupe. J'étais enceinte. Je suis partie enceinte de mon premier enfant. J'ai quitté la sécurité, cette voie royale toute tracée. Je travaillais pour la FNAC. J'étais destinée à gravir les échelons des départements ressources humaines de la FNAC. Et là, on a tout quitté. On a quitté cette voie royale. On est parti avec un enfant dans la poche. Et on a aussi lâché le matériel. On est parti avec 2 valises. Il fallait tout reconstruire. Et je crois que ce qui nous a le plus aidé dans le couple, mais aussi pour moi personnellement, c'est ce côté repartir de rien, faire des choses nouvelles, découvrir des choses nouvelles. Et puis du coup, il y a eu là, à ce moment-là, une autorisation un peu à se réinventer. Par exemple, moi, j'ai vécu quelque chose d'assez intéressant au niveau de la spiritualité. J'ai été élevée catholique et j'étais plus tellement super intéressée. J'étais pas détachée, mais voilà, c'était pas la grande passion, ma religion, la spiritualité pour moi à cette époque de ma vie. Je pense que c'est aussi le cas pour beaucoup de personnes. Quand on a 26 ans, 27 ans, 30 ans, on est occupé par d'autres choses. Peut-être qu'on y revient plus tard. Mais en tout cas, je sais qu'aux États-Unis, j'ai découvert des mouvements spirituels et des manières de vivre qui n'étaient pas tant religieux que spirituels. J'ai découvert la notion de spiritualité. Et du coup, je suis allée à des soirées qui étaient animées, à des services dans des églises. Mais c'était des églises qui ressemblaient à rien aux églises catholiques traditionnelles françaises. Et en France, on apprend beaucoup à se méfier. On est très méfiant en France, on est très sceptique. Et donc, souvent, quand c'est pas quelque chose qu'on connaît, que c'est pas quelque chose qui est complètement cadré, qui est sûr, on doute, on est sceptique et on va juger, on va pas aller. Et moi, ça m'a beaucoup aidé d'être justement d'être loin de tous ces modèles et d'être loin du fait qu'on me regarde ou je me suis pas dit qu'est-ce qu'on va penser de moi si je vais à cet endroit-là. Je me suis fait confiance, je me suis dit j'y vais et puis je me fais confiance en fait, je vais savoir si c'est un truc bien pour moi ou si c'est pas un truc bien pour moi. Et donc là, il y a eu un renouveau. Il y a eu un renouveau parce que j'ai pu sortir des normes, du cadre, de ce que je connaissais et j'ai pu aller tester des trucs
que je ne connaissais pas. Et j'ai pu faire des découvertes sur moi et j'ai pu faire des découvertes sur d'autres manières de fonctionner. C'est vrai qu'aussi, quand on est expatrié, on vit dans un autre pays et du coup, on voit d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de... Et donc dans cette exploration, dans cette idée d'être sur un terrain nouveau, euh, j'ai aussi ressenti que j'arrivais à me détacher des loyautés familiales. Rien que le fait de me détacher de la religion catholique, c'était déjà... Alors, je ne me suis pas complètement détachée, je respecte complètement la religion, mais d'explorer d'autres choses, c'était un peu un détachement de loyauté familiale. Et ça m'a beaucoup aidé à me dire qu'est-ce que je veux pour moi, en fait. En quoi moi, je veux croire. Comment moi, je veux vivre. Qu'est-ce que moi, je veux faire. Au-delà d'être la fille de mon père et de ma mère, et au-delà d'être la sœur de mes frères et de mes sœurs, et d'être, moi je suis la troisième, on m'appelait Christinette, tous les rôles en fait, je suis la coquette, donc tous ces espèces de labels qu'on a pu me mettre dans ma vie, dans mon enfance et tout ça, ben là j'étais dans un endroit où j'arrivais frais, personne ne me connaissait, personne. Et donc, j'avais pas ces étiquettes, j'avais pas ces labels. Et là, il y avait quelque chose de chouette pour apprendre à se réinventer, pour apprendre à se rechoisir. Euh, voilà, ça a été important pour moi. Et puis, quelque chose aussi qui a été très important pour moi et que j'ai découvert grâce à l'expatriation, mais on n'est pas obligé d'être expatrié pour le faire, c'est l'importance de la communauté. Quand on est expatrié, il y a quelque chose qui est génial, c'est que quand on arrive dans l'autre pays, ben, dès qu'on croise un Français, on a un lien commun parce qu'on est expatrié. Et même quand on croise un Allemand ou un Espagnol, on a un point commun parce on a quitté notre pays pour venir. Donc, on a un point commun. Et ce point commun, créer un esprit de communauté. Et cet esprit de communauté, c'est différent une communauté que juste une bande de copains. C'est pas juste une bande de copains, c'est vraiment des personnes qui ont un projet commun ou un vécu commun ou des valeurs communes. Où il y a... Donc cette notion de communauté, moi je l'ai vécu d'abord avec les expats et j'ai trouvé ça super d'être connecté et j'ai pu tisser des liens très profonds avec des gens parce qu'on avait cette espèce de familiarité alors qu'on ne se connaissait pas. Mais c'est un peu une nouvelle famille en fait. La communauté, c'est ta famille choisie, j'ai envie de dire, quelque part. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, j'ai découvert la communauté de Burning Man. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Burning Man, je vous invite à googler Burning Man, qui est un grand festival qui a lieu au Nevada tous les ans. Et donc, je suis allée à mon premier festival en 2018. Mais avant ça, j'étais déjà rentrée dans la communauté de Burning Man. Et après, j'ai pu enfin aller à mon premier festival en 2018. Et ça aussi, ça a été extraordinaire pour moi de savoir que je pouvais choisir ma famille. Alors, je suis encore très attachée de ma famille de sang, mais de savoir que je pouvais choisir ma famille et que je pouvais m'entourer de personnes euh, qui, qui, qui vivent des choses que moi aussi j'ai envie de vivre. Par exemple, les expats, c'était tous des gens qui avaient osé quitter leur pays. Et c'était chouette pour moi d'être entouragée de gens qui avaient eu cette audace de quitter quelque chose et de reconstruire. À Burning Man, je connecte avec des gens qui sont connectés à leur créativité, à leur expression d'eux-mêmes, à leur sens de la vocation, qui ont envie de vivre avec des valeurs communes. Ben voilà ce que m'a apporté Et, l'expatriation. et comment est-ce qu'on peut transposer ça pour nous si on n'est pas expatrié, si on n'est pas dans l'idée d'aller au fin fond du Nevada pour aller à Burning Man? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer soi-même, s'affranchir des loyautés familiales, s'affranchir des codes? Ah, déjà, moi, j'ai envie de dire faire des choses nouvelles. Oser, arrêter d'être sceptique et te dire, oser sortir du cadre. En fait, pour s'émanciper, il faut sortir de notre cadre. Je me sens enfermée dans des rôles, dans des schémas, dans des loyautés. Et du coup, si on veut sortir de cet enfermement, une des premières clés, c'est faire des choses nouvelles. Faire des choses que vous n'avez jamais fait. Inscrivez-vous à un stage, faites une formation, allez à tel événement, allez voilà, faire une activité que vous n'avez jamais fait, faire des choses nouvelles, c'est vraiment une chose extraordinaire. Se retrouver dans des situations nouvelles, c'est une manière extraordinaire de s'émanciper parce qu'on se découvre autrement, on vit quelque chose, c'est tout simple et en même temps tellement puissant de faire des choses nouvelles, se retrouver dans des situations nouvelles. Après, il y a aussi oser prendre des risques. Très souvent, quand on parle d'émancipation, hein, et ben en fait, on reste enfermé dans nos croyances limitantes, dans le raisonnable, dans on calcule le pour et le contre. Et quelque part, derrière ce raisonnable, ce qu'il y a, c'est un manque de confiance en nous. On ne se fait pas confiance, en fait.
Et donc, c'est intéressant à un moment donné de se dire, ben non, je vais prendre des risques et je vais me faire confiance. Je vais faire confiance en mes ressources. Nous, on est parti, on a quitté le CDI, on attendait un enfant, je savais même pas où on allait accoucher. Et on s'est dit, on va se débrouiller. Au pire, on rentre en France. On n'était pas non plus complètement fous. On savait qu'on avait une option de rentrer en France pour accoucher si on ne trouvait pas moyen d'accoucher aux États-Unis. Mais on s'est fait confiance et on a pris un risque. D'accord. Après, quand on a monté notre entreprise, qu'on a obtenu des visas investisseurs, pareil, on a pris un risque, on a mis de l'argent sur la table, on aurait pu tout perdre. Et en même temps, on s'est dit, bah, si on perd tout, eh ben, ça ira quand même. On s'est fait confiance. Se faire confiance, ça ne veut pas dire j'y vais, je sais que je ne vais pas tout perdre. Ça veut dire j'y vais et je vais peut-être tout perdre. Et c'est OK, en fait. Je préfère vivre ma vie et mettre ma vie en jeu, en fait. J'ai dit tout à l'heure, mon mariage, de ne jamais le prendre pour acquis, en fait, de constamment mettre sa relation en jeu. Et là, c'est pareil, notre vie, la mettre en jeu régulièrement en se disant, peut-être qu'on va la perdre. Alors, est-ce qu'on va la perdre? Est-ce que ça peut aller de, je vais peut-être mourir. Et en même temps, ben, est-ce que je peux passer ma vie à avoir peur de mourir et du coup rien faire? Ou est-ce que je passe ma vie où je prends le risque de mourir? Après, on ne prend pas forcément des risques démesurés. Moi, je n'ai jamais pris des risques a priori où je me disais que je risquais de mourir. Je n'en suis pas là. Mais des risques où je peux perdre de l'argent, où je peux me tromper, où je peux devoir tout recommencer à zéro et de se faire confiance, en fait. Se dire, je vais y arriver, en fait. Si je recommence tout à zéro, mais ça ira. Moi, le nombre de fois où je me suis dit, Christine, alors c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup aidé parce que j'avais une famille qui m'aime et donc je me suis dit, je ne serai jamais à la rue. Donc, j'aurai toujours un toit sur ma tête. Et c'est vrai que c'est pas. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, pour qui c'est pas le cas. Ils ont 0 soutien. Et s'ils en venaient à se retrouver à la rue, ils se retrouveraient réellement à la rue. Alors moi, je ne pouvais pas rester habiter chez mes parents pendant des années. Mais je savais que si à un moment donné, je prenais un risque et que je perdais tout, je savais qu'au final, j'aurais un toit sur ma tête pendant quelques mois. Le temps que je retrouve un job, même un job de caissière, j'étais prête. Je me suis dit à un moment donné, au pire, je rentre et je prends un job de caissière. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté, je prends un risque et je suis prêt à tout perdre et je suis prêt à me planter. Et je sais que si je prends un job de caissière, je sais que je ne resterai pas caissière jusqu'à la fin de mes jours. Je sais. Et puis même, ou peut-être que je découvrirai que j'aime ça, j'en sais rien. Ça sera une occasion de renouveler ma vie et de me réinventer. D'accord? Donc, prendre des risques, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Mettre sa vie en jeu. Et de se dire, soit je vis ma vie à moitié endormie et je ne la remets pas en jeu, mais je suis enfermée dans mes enfermements. Enfermement, dit souvent Thomas Danzambourg, que j'ai interviewé aussi sur ce podcast. Il parle de nos enfermements, l'enfer de nos enfermements. Soit je remets ma vie en jeu. Voilà. Et puis aussi, oui. Peut-être aussi que cette confiance, elle est nourrie par notre capacité à écouter notre vibration intérieure. Ça, c'est quelque chose que tu affiches beaucoup aussi, cette connexion que tu as à ta flamme intérieure. Peut-être que ça aide, ça, à avoir confiance et à oser prendre des risques. Je crois que quand on est trop dans notre tête, on est trop raisonnable. Le problème de la tête, c'est que la tête, elle juge. La tête, elle juge. Elle juge, c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien. Et donc, quand on est dans le raisonnable, on est aussi dans nos jugements. Quand on est dans la résonance, quand on écoute notre corps, le corps, il juge pas. C'est la tête qui juge. Le corps, il ne fait que ressentir. Le corps ne juge pas. Il ressent, là, c'est ouvert, là, c'est joyeux, là, ça m'appelle, là, j'ai envie, là, c'est bon, là, il y a de la vie, là, je me lève le matin et il y a de la vitalité. Ou alors, le corps, il ressent, ouh, ça n'a pas l'air bon, là, je sens qu'il y a un truc pas clair, ou là, je me sens agressée, ou là, j'ai pas envie de me lever, ou là, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'envie. On ressent, le corps, il ressent ça, mais il ne juge pas. Il n'est pas en train de juger. Par contre, il nous guide, il nous donne des informations. C'est hyper important d'écouter ça. Et moi, aujourd'hui, quand je sens cette ouverture, cet appel, cet élan, j'y vais. Parce que je sais que c'est ça mon plus grand job de ma vie, en fait. C'est ma vie. Et la meilleure chose que je peux faire pour ma vie, c'est d'aller suivre mes élans. Et c'est de me faire confiance, de me dire, si j'ai cet élan, en plus, je vais encore plus loin, j'ai appris que si j'ai cet élan, ça veut dire que je suis capable de le suivre. Ça ne veut pas dire que je vais réussir. C'est être capable de suivre un élan, ça veut dire qu'on est capable on peut se faire confiance et qu'en suivant cet élan, ça va être bon pour nous, même si on ne sait pas où ça va nous amener. Faut lâcher un peu, faut lâcher prise un peu sur, faut que je perde rien, faut que je contrôle tout. Il faut absolument que ça marche. Non,
en fait. Une vie qui marche, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Pour moi, une vie, ça doit être remis en question. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, effectivement, d'écouter ses envies, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses élans. Et puis moi, c'est ça la vie que j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre une vie où je suis dans l'élan. J'ai envie de vivre une vie où je suis dans le flow. J'ai envie de vivre une vie où je suis dans la joie, où je suis dans le plaisir. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je suivais mes élans, à chaque fois que je suivais mes envies, eh ben, en fait, ça marchait pour moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tellement passionnée à aider les femmes, et un jour peut-être que j'aiderai les hommes, à, à atterrir dans leur corps et à vraiment être dans cette relation de communion avec leur Mm. corps pour pouvoir écouter et sentir ce que le corps nous dit. La tête, Et elle nous c'est, juge. La tête, elle nous juge et le corps, il nous guide. et c'est d'ailleurs quelque chose que tu donnes à voir tellement fortement sur les réseaux sociaux, notamment, parce qu'il y a toujours beaucoup de joie, de jeu dans ta façon d'être. Par exemple, tu postes régulièrement des photos de toi déguisée avec ton amoureux, des photos de fêtes, des photos d'événements comme Burning Man que tu viens de citer. Et pourquoi cette partie-là de toi, tu as autant envie de la partager avec nous? Déjà, je crois que les adultes ne s'amusent pas assez. Moi, j'ai vu mes enfants faire des cabanes, se déguiser quand ils étaient enfants. Et en fait, j'ai découvert que les adultes, on adore ça aussi. Moi j'adore aller camper, j'adore partir avec tous mes copains, on fait des feux de camp, j'adore danser, j'adore faire la fête en fait, mais pas juste la fête où on boit plein d'alcool et je sais pas comment dire, il y a beaucoup de créativité dans la fête, il y a beaucoup de choses à créer, il y a beaucoup de, de choses à vivre. Donc je crois voilà, que les adultes, c'est pas que la fête en fait, c'est s'amuser. Je crois vraiment que les adultes ne s'amusent pas assez, ne jouent pas assez. Et quand on dit souvent, tu te déguises beaucoup, je dis, c'est pas tant des déguisements que des costumes pour moi. C'est pas tellement que je me déguise en quelque chose d'autre, c'est plutôt que je décore mon corps. Je décore mon corps moi j'ai beaucoup appris en France qu'il fallait être à la mode, il fallait être dans le cadre, il faut porter les. Moi j'étais très 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 formatée par la mode, hein. Fallait que j'avais souvent très très envie d'avoir la paire de boots que tout le monde mettait ou la veste qui était la tendance du moment et j'avais vraiment l'impression que j'en avais besoin. Et là, aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ce que j'ai besoin, c'est de m'amuser avec mes vêtements. C'est de mettre des couleurs. J'adore mettre par exemple, la fourrure, mettre des trucs en fourrure ou mettre de la dentelle. Avant, je me disais, oh là là, mais la dentelle, c'est peut-être attention, ça peut être vulgaire. Ou la fourrure, c'est certains types de personnes qui mettent ça. Et là, en fait, maintenant, moi, je m'en fous. Je mets juste ce qui m'amuse. Aujourd'hui, dans mon placard, j'adore. Je disais ça à mes enfants il y a quelques jours. Je dis, c'est super. Je sais que j'ai une belle vie. Vous savez pourquoi j'ai une belle vie? Parce que sous mon lit, j'ai un lit double, j'ai 2 grands tiroirs et dans le grand tiroir, il n'y a que des costumes, il n'y a que des couronnes, il y a des tutus, il y a des bodys à paillettes, il y a des perruques. Et je trouve ça génial, je trouve ça génial, vraiment. Je pense qu'on pourrait beaucoup plus s'amuser, beaucoup plus s'exprimer. Et puis, ça fait du bien à tout le monde. C'est tellement agréable de voir quelqu'un et d'être entouré de gens qui se sont décorés, qui se célèbrent et qui sont là pour jouer ensemble et pour créer des expériences incroyables ensemble. Ben oui, et ça, c'est une autre façon aussi de faire société. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel regard tu poses sur la société, sur la place des femmes aussi dans la société? Cette société de demain, tu la vois comment? Alors moi, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est complètement déséquilibrée. Une société qui nous a beaucoup apporté parce que on a développé une capacité à produire, une capacité à améliorer notre qualité de vie. En fait, on vit dans une société qui a mis en son centre l'économie. Et en mettant en centre ce qui fait tourner la société aujourd'hui, c'est l'économie. Et en mettant l'économie au centre de la société, on est devenu très performant à produire, à être rentable, à générer du profit, à créer des objets, à créer des entreprises, à développer. Et donc, grâce à ça, on a des ordinateurs, on a des voitures, on a un lave-vaisselle, on a un lave-linge, on a tous ces biens matériels qui nous ont beaucoup aidés. Puis, on a augmenté nos revenus. Alors, on a aussi développé beaucoup d'écarts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus très riches et il y a des gens qui sont très pauvres. On a un vrai problème par rapport à ça. Mais en gros, on a mis l'économie au centre et ça nous a rendu un peu fous.
Ça nous a rendu un peu fous, ça nous a beaucoup amélioré la vie, mais ça nous a rendu un peu fous et ça nous a empêché de voir en fait que la vie, c'était pas que ça. Et je crois que c'est bien de savoir agir, de savoir produire, de créer des résultats, d'aller de l'avant. C'est super, c'est des vraies choses importantes de la vie, mais la vie, c'est pas que ça. Et l'analogie que j'utilise souvent, c'est de se dire on a beaucoup valorisé le yang, on a beaucoup valorisé le faire, l'accomplir, le produire, et on a ignoré toute une autre facette de la vie qui est le yin. Et le yin, c'est notre rapport au beau. Justement, quand je me mets des costumes, je suis dans mon rapport au beau. Le yin, c'est le care, c'est prendre soin de la terre, c'est prendre soin des humains. Le yin, c'est prendre soin de soi. Le yin, c'est être à l'écoute du pouls de la vie, être à l'écoute de mon pouls intérieur et être à l'écoute du pouls de la vie. Le yin, c'est avoir de l'imagination, c'est oser imaginer des futurs souhaitables, sans forcément se dire il faut que ce soit raisonnable, ça ne va pas marcher. C'est la créativité, c'est les ressentis de notre corps, c'est écouter cette guidance intérieure, c'est aller suivre ces élans. Toute cette énergie du yin aujourd'hui, elle n'a pas été valorisée et du coup, on se retrouve avec un espèce de burn-out généralisé. Et donc moi, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui, je crois vraiment qu'on n'a pas le choix de toutes les façons. La société doit se rééquilibrer. Elle doit se rééquilibrer et on doit apprendre à faire et à ressentir. On doit apprendre à valoriser le care, à remettre de la place, plus à sa place, le fait que notre société, elle a besoin de l'économie pour tourner. On est bien d'accord aujourd'hui. S'il n'y a plus de croissance, notre système s'écroule. C'est un peu triste à dire, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, l'économie est tellement au centre de notre système que s'il n'y a plus de croissance, le système s'écroule. Mais on a tellement été hypnotisé par ça qu'on a oublié que dans notre société, ce qui est important pour nous en tant qu'humains, je ne parle pas d'un point de vue économique, en tant qu'humains, il y a aussi le fait qu'on fait des enfants. Et que ces enfants, il faut les élever. Et ça fait partie de notre société aussi. Ça ne rapporte pas d'argent, d'accord, mais ça fait... Et d'ailleurs, ces enfants, ce seront les futurs travailleurs de demain. Donc, ils vont rapporter de l'argent demain. Donc, ils sont importants pour la société. Mais là, tout de suite, à l'échelle de notre société, il faut qu'on prenne soin de nos enfants. Pareil, on ne s'occupe pas des personnes âgées. La maladie, l'hôpital, tous les gens malades, oui, ils ne rapportent pas d'argent, ces gens-là. Mais pourquoi est-ce qu'on a tellement dévalorisé ces métiers-là? On ne les a pas intégrés. On les a un peu intégrés, mais on pourrait vraiment développer des systèmes communautaires, des modes de fonctionnement sociétal où on continue à chercher à créer de la valeur et on continue à produire, parce qu'il faut produire à manger, il faut produire des maisons, il faut produire des choses pour les générations futures. On a encore besoin de produire, mais on a aussi besoin de prendre soin de la terre, de prendre soin des humains. Et donc, il y a vraiment cet appel, et c'est plus qu'un appel, c'est une urgence à rééquilibrer. Enfin, j'ai pas envie de dire une urgence, que je veux pas être dramatique, parce que moi, je me réjouis beaucoup de ce nouveau chapitre de vie. Je crois que ça va être extraordinaire, parce qu'on n'a pas le choix. Quelle chance on a! On n'a pas le choix. On doit rétablir les choses. Et maintenant, on va enfin pouvoir avoir une vie plus équilibrée. Et je pense qu'on va devoir avoir besoin de mesurer à quel point l'économie nous a amené à avoir un comportement prédateur sur la société. On a été prédateur sur la terre au point qu'on en a abusé, on a pris à la terre des ressources qu'on ne lui aura pas rendues. On a manqué de réciprocité dans nos rapports. On a pris à la terre des ressources, on a pollué les rivières, on a pris à la terre des ressources qu'on ne lui a pas rendues et on a aussi probablement trop pris aux humains des ressources qu'on n'aura pas rendues. C'est pour ça qu'on a autant de burn-out. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'apprendre à rééquilibrer nos échanges avec les humains, avec les animaux, avec la terre. Et il y a une notion hyper importante que je suis très excitée aujourd'hui maintenant à enseigner de plus en plus, qui est la notion de consentement. Le consentement, c'est pas que dans la chambre pour pas se faire violer. Le consentement, c'est vraiment d'être dans cette réciprocité de si je prends quelque chose, je le rends à la personne. La personne doit y gagner aussi, la personne doit être d'accord, il doit vraiment y avoir un équilibre dans nos rapports. Quand je prends, ça doit être un cycle, ça doit être une réciprocité. On doit arrêter d'être prédateur. Prédateur dans nos rapports hommes-femmes avec les abus, prédateur dans notre rapport à la terre, prédateur dans notre rapport au travail. Ça, je pense que c'est quelque chose de très, très important qui doit être généré. Et toi qui es maman de 3 filles, comment tu leur transmets ça? Comment tu fais pour que demain elles suivent ce chemin? Moi, ce que je souhaite pour mes 3 filles, c'est vraiment d'abord de garder leur souveraineté. Je leur souhaite de garder leur souveraineté, déjà leur souveraineté sur leur corps. J'ai vraiment envie de les soutenir à ce qu'elles soient bien dans leur peau.
Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure, on est tellement dans notre tête, la tête, elle raisonne, la tête, elle juge. Et quand on est dans notre tête, eh ben, en fait, on perd le sens de nos ressentis et la connexion avec nos élans et la connexion avec ce qu'on veut vraiment. Et donc, les femmes portent sur elles énormément de messages qui objectifient le corps humain, qui coupent du corps humain, qui leur disent que leur corps est un danger, que leur corps, voilà. Donc moi, j'ai vraiment à cœur de ne pas leur dire comment elles doivent s'habiller, de ne pas leur dire ce qu'elles doivent faire avec leur... Alors, je les guide, je les inspire, je leur donne des clés, mais je ne suis pas dans le jugement et je suis vraiment dans leur dire, tu es souveraine de ton corps. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux avec. Par contre, prends-en soin. Je suis surtout en train de leur dire de prendre soin de leur corps, de respecter leur corps et d'utiliser leur corps comme le véhicule de leur vie du mieux qu'elles peuvent et de réaliser que ce qui est important, c'est pas tellement leur apparence que ce qu'elles ressentent. Ce qui est important, c'est ce qu'elles sentent et non pas leur apparence. Et ce qui est important aussi, c'est pas tant ce que les autres pensent de leur apparence que ce que les autres pensent, enfin, que ce que les autres sentent quand elles sont en leur présence. Vous comprenez cette différence? Les autres, c'est pas tant qu'ils se disent, oh là là, j'ai envie d'être avec elle parce qu'elle a une jolie robe. C'est plutôt, ah, j'ai envie d'être avec elle parce que quand je suis avec elle, je me sens bien. C'est ça qui est important. Quand je suis avec telle personne, je me sens bien. C'est agréable. Et donc, qu'elle porte la dernière paire de chaussures ou le dernier manteau ou la dernière robe ou qu'elle ait 5 kilos de plus ou 5 kilos de moins ou qu'elle ait telle tête ou tel nez ou tels yeux ou tels cheveux, en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment toi, tu te sens dans ta peau et ce qui est important, c'est comment les gens se sentent en ta présence. Donc ça, c'est la souveraineté sur leur corps. Et à partir de cette souveraineté sur leur corps, elles vont pouvoir avoir une souveraineté sur leur vie parce qu'elles vont pouvoir ressentir la guidance de leur corps, elles vont pouvoir ressentir leurs élans et elles vont pouvoir être qui elles veulent être et faire ce qu'elles veulent faire et dire ce qu'elles veulent dire. Je crois que beaucoup de femmes aujourd'hui, on nous a tellement appris à nous accommoder, à nous ajuster, à préserver la paix, qu'on a appris à se taire et à se faire petite et à s'adapter. Et c'est tellement ce que tu transmets, notamment dans ton programme La Voix d'Athéna, c'est tout à fait ça. Voilà, tout à fait. Reprendre la souveraineté sur sa vie, être à l'écoute de tes ressentis, apprendre à refaire ce retour au corps, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses envies, de ses élans, de cet élan de la vie. Et à partir de ça, oser se faire confiance pour prendre des risques, prendre le risque de poser une limite, prendre le risque d'exprimer un désir, prendre le risque d'aller de l'avant dans sa vie pour vraiment retrouver la souveraineté dans sa vie. Et la dernière chose qui est vraiment importante, moi qui me semble hyper important pour l'évolution de notre société et pour mes filles, c'est de vraiment comprendre que ce qui est important, c'est l'amour. Ce qui est important, c'est l'amour de soi d'abord, parce qu'on ne peut pas donner l'amour aux autres et on ne peut pas recevoir l'amour des autres si on n'a pas appris à s'aimer soi. Mais aussi de réaliser que je crois que c'est vraiment important qu'on arrête de se juger autant, de se juger nous-mêmes autant et de juger les autres autant. Aujourd'hui, on juge les autres sur leur apparence, on juge les autres sur ce qu'ils font, on juge tellement, il y a tellement de personnes qui ont envie aujourd'hui qu'on leur foute la paix. Qu'on leur foute la paix de laisse-moi m'habiller comme je veux, laisse-moi m'exprimer comme je veux, toute la question du genre, si tu as envie d'être non-binaire, sois non-binaire, si tu as envie d'être une fille, sois une fille, si tu as envie d'être un garçon, sois un garçon. Enfin, moi, c'est mon sujet. Après, je ne parle pas forcément de se faire opérer, je ne vais pas ouvrir ce débat maintenant, ça c'est autre chose, d'aller au point de se faire opérer, mais je crois justement qu'il y a des gens qui veulent se faire opérer d'un autre genre, par exemple, parce qu'ils se sentent tellement enfermés dans l'impossibilité de s'exprimer. Tandis que si on les laissait exprimer ce qu'ils veulent, si je suis un garçon que je veux mettre une robe, ben je mets une robe. Si je suis un garçon, on s'en fout. Et si je suis une fille et que j'ai envie d'aimer une fille, ben aime une fille, aime qui tu veux, aime-toi, fais ce que tu veux. Et je crois que très souvent aujourd'hui, on enferme les gens dans des normes, dans c'est comme ça que ça doit être. Et en fait, on se sépare, on se coupe et on se prive d'une possibilité d'être libre et de s'aimer. Et je crois vraiment qu'il y a beaucoup de souffrance aujourd'hui dans cette vie parce que les gens ne se sentent pas libres d'être qui ils ont envie d'être et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et je me souviens toujours quand j'étais en terminale et que je faisais étudier la philosophie, cette phrase, je crois que c'était Rousseau qui disait « La liberté existe dans le silence de la loi ». Et je pense que si on s'intéressait juste de faire en sorte que les gens respectent la loi et que tant qu'ils respectent la loi, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'on peut juste s'aimer et célébrer le fait que toi, tu as fait un choix que moi, j'aurais jamais fait, que moi d'ailleurs me fait peur ou que je résiste l'envie de le juger, mais fais ce que tu veux, c'est ta vie. D'accord? Donc cette idée vraiment de vivre l'amour avec un grand A et d'avoir beaucoup plus de tolérance, d'acceptation et aussi de tolérer le choix des autres. Tu fais un choix différent, tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'as pas le même avis. Ben,
Ça m'intéresse en fait, explique-moi pourquoi. Peut-être que je serais peut-être qu'au final, après que tu m'expliquerais, je serais peut-être toujours pas d'accord avec moi, mais peut-être que j'aurais mieux compris ton point de vue. Les gens qui font pas comme moi, les gens qui font des choix différents de moi, ils sont pas cons. C'est pas des gens cons, ils ont des bonnes raisons de faire autre chose que moi ou de vouloir autre chose que moi. Mais souvent, je me suis tellement figée dans mes positions que je m'ouvre pas à l'autre. Donc il y a vraiment ce désir cet appel à l'amour, à l'acceptation et à la célébration de la différence et à la célébration de soi-même. Amour, liberté, célébration de soi-même. Voilà un beau programme. Merci, merci beaucoup pour cette interview super inspirante, chère Christine. Voilà, maintenant je vais rendre l'antenne du podcast Shine, qui est le podcast de Christine Levicki. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu, moi, à l'interviewer. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à lui laisser plein d'étoiles surtout. Et pensez aussi à rejoindre Christine sur son compte Instagram, Christine Levicki. Merci beaucoup Alexandra pour cette formidable expérience. J'espère que l'épisode vous aura plu et on aura peut-être l'occasion d'en faire d'autres sous ce format dans le futur. À très bientôt. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicki.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicki.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.